Je me suis assis dans mon coin habituel au brunch que ma famille fréquentait chaque week-end. Le café devant moi était devenu froid, mais je continuais à le remuer lentement, une vieille habitude qui m'aidait à rester calme. Personne ne m'a prêté attention car, comme toujours, la vedette était à ma sœur Vivien. Elle était assise, les jambes croisées, la lumière du soleil matinal captant l'éclat de la bague en diamant qu'elle portait à la main. « Votre ancien travail était vraiment une fête de la sieste », rit-elle, sa voix suffisamment forte pour résonner dans le café. C'est plutôt hilarant qu'une personne dans la trentaine n'ait toujours pas de vrai travail. J'ai entendu chaque mot, chaque pause dans sa phrase. Personne d'autre n'a ri, juste Vivien, la seule amusée par sa propre blague. Je ne l'ai pas regardée. J'ai juste pressé mes lèvres l'une contre l'autre et j'ai continué à remuer mon café froid. Ma mère murmura maladroitement, « Vivien, ne sois pas comme ça. » Mais ma sœur haussa seulement les épaules. Pour elle, le silence était une preuve d'échec. Mon père a essayé d'orienter la conversation ailleurs, en disant que les œufs bénédicts étaient un peu trop salés, mais le sourire narquois de Vivien s'attardait comme un crochet attendant une réaction. Je n'ai rien dit. Je n'ai jamais été bavard lors des réunions de famille et, d'une manière ou d'une autre, cela leur a fait croire que je n'avais rien à dire. Mais la vérité était que depuis que j'avais choisi de vivre dans les coulisses, le silence était devenu l'espace où j'avais construit un monde entier qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Je me souviens exactement du moment où j'ai réalisé pour la première fois que certaines des plus grandes choses n'avaient pas besoin d'être mises en valeur. J'avais 27 ans, assis à côté de Sam, mon meilleur ami d'université, alors que nous tapions les premières lignes de code de ce qui allait devenir plus tard le cœur d'un système d'analyse de données intelligent utilisé par les banques, les hôpitaux et même les agences gouvernementales. Aujourd'hui, à 33 ans, je suis cofondateur de Dataloom, une entreprise technologique évaluée à plus de 80 millions de dollars. Mais personne dans ma famille ne le sait. Je ne suis jamais apparu sur le site officiel. Lors des interviews, Sam était le visage de l'entreprise. Et moi? J'ai choisi de rester derrière les projecteurs. Mon nom n'apparaissait que sur les documents internes, les accords avec les investisseurs et sur le salaire de Vivien. C'est drôle, n'est-ce pas? La sœur qui n'a jamais hésité à se moquer de ma tranquillité postule désormais pour l'entreprise que j'ai contribué à bâtir. Ignorant totalement que la personne qui examine sa candidature est l'échec dont elle se moque depuis des années. Je l'ai regardée bavarder, se vanter du cabinet comptable aujourd'hui disparu pour lequel elle travaillait. Mais tout va bien, elle a fait signe. Je suis un résolveur de problèmes. Je cible une nouvelle entreprise, quelque chose qui s'appelle Dataloom. J'ai entendu dire qu'ils embauchaient. Mon cœur manqua un battement. Pour la première fois pendant le repas, j'ai levé les yeux, puis j'ai rapidement baissé les yeux, en prenant soin de garder le scintillement dans mes yeux inaperçus. Elle a continué, j'ai déjà postulé. S'ils me font venir, je gérerai leur budget mieux que quiconque. S'ils me laissent tomber, c'est leur perte. Je me mordis la langue pour ne pas rire. Cette phrase audacieuse et suffisante était une copie conforme des répliques qu'elle avait l'habitude de me lancer, affirmant que je n'arriverais jamais à me cacher dans l'ombre. Et peut-être qu'elle ne s'en rendra jamais compte, mais dans cette ombre même, j'ai construit un empire. Celui dans lequel elle s'apprête maintenant à entrer, sous ma direction. Pourtant, j'ai choisi de garder le silence. Pas par peur, mais parce que je savais que la vérité parlerait d'elle-même. Je me souviens très bien de mon 12e anniversaire. Pendant que tout le monde chantait joyeux anniversaire, Vivien sortit du salon en tenant un trophée d'or géant. Notre bébé vient de gagner le concours national de danse. Ma mère rayonnait, enroulant ses bras autour de Vivien. Je me tenais près de mon gâteau, des bougies vacillantes devant moi, mais personne ne m'a demandé ce que je souhaitais. Et je n'ai même pas pris la peine de les souffler. Vivien a toujours été comme ça, brillante, bruyante, donnant toujours aux gens une raison d'applaudir. Moi? J'ai tranquillement rassemblé mes cadeaux, je suis allé dans ma chambre, j'ai ouvert le vieil ordinateur portable que papa m'avait offert l'année précédente et j'ai continué à construire mon premier modèle de données. Même enfant, j'aimais ce que les autres trouvaient ennuyeux. J'aimais démonter les jouets pour voir comment ils fonctionnaient. J'ai adoré comprendre pourquoi un jeu vidéo fonctionnait si bien. J'ai adoré la sensation d'écrire un bloc de code et de le voir fonctionner parfaitement. Ma mère disait, « Eleanor peut rester assise pendant des heures et tu n'entendras aucun son. » Papa plaisantait, « Nous avons un feu d'artifice et une lampe de poche dans cette maison. Devine laquelle est laquelle. » Pas besoin de deviner. Vivien était le feu d'artifice. J'étais la lampe de poche.
stable mais négligé. À mesure que nous vieillissions, l'écart entre nous se creusait. Vivien étudie l'art, fait quelques apparitions à la télévision locale grâce à ses performances dramatiques. J'ai étudié l'informatique dans un institut technologique. Personne dans la famille ne se souvient du nom de l'école. Quand j'ai obtenu mon diplôme, ils ont complètement oublié la date. Ils étaient trop occupés à planifier le lancement de la ligne de mode de Vivien. Je ne leur en veux pas. Parfois, je pensais que je n'étais peut-être pas assez intéressant. Mais le silence est lentement devenu l'espace où j'ai trouvé ma valeur. Lorsque Sam et moi avons lancé Dataloom, nous n'avions que 2 ordinateurs portables en mauvais état et un rêve, créer un système d'analyse flexible capable de prédire le comportement des utilisateurs en temps réel. C'était Sam qui parlait. Il a présenté des propositions aux investisseurs, réalisé des interviews avec la presse et organisé des réunions. J'étais celui dans les coulisses, écrivant chaque ligne de code, corrigeant chaque bug. 1 an plus tard, une grande banque signait un contrat d'essai. 2 ans plus tard, notre système a été intégré aux plateformes de finance, de santé et d'analyse des risques. Au cours de la 3e année, Dataloom était évalué à 83 millions de dollars. Je détenais 49% des actions. Mais demandez à n'importe qui, il ne connaît que Sam Fletcher. Quant à Eleanor Green, jamais figuré dans un titre. Et c'est comme ça que je le voulais. Je n'aimais pas les poignées de main creuses, les appareils photo clignotants ou les chuchotements dans mon dos. Je voulais travailler, construire, aider les gens à prendre de meilleures décisions avec ce que j'avais créé. Quant à Vivien, après l'échec de sa propre start-up de mode en raison d'une mauvaise gestion financière, elle est retournée à la comptabilité dans une petite entreprise. Puis sont venus les licenciements. Elle place désormais ses espoirs dans une nouvelle opportunité. Elle n'a aucune idée que je l'ai créée. Je ne sais pas si elle me verra un jour comme son égale. Pour Vivien, je serai toujours la petite sœur avec la tête dans les nuages et un tas de vieux ordinateurs portables. Mais elle est sur le point d'entrer dans un espace où chaque mur, chaque modèle budgétaire, chaque outil d'analyse a été conçu par moi. Et ce que je me demande le plus, c'est ceci, lorsqu'elle verra mon nom Eleanor Green dans le coin inférieur de son chèque de paie ou du prochain projet de budget, le reconnaîtra-t-elle? Ou va-t-elle encore croire que je ne suis qu'un figurant fané dans le monde éblouissant qu'elle poursuit? Une partie de moi espère qu'elle ne le découvrira jamais. Une autre partie veut voir son visage lorsque la vérité éclatera enfin. Je n'ai pas besoin de son admiration. Je veux juste qu'elle arrête de me mépriser. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement calme du 18e étage, le ciel de Seattle était enveloppé d'une douce brume comme un rideau de velours après un spectacle. J'ai sorti mon ordinateur portable, me suis connecté au système interne de Dataloom, des milliers de lignes de code et de rapports que je connaissais par cœur. La première notification est apparue des RH, candidat recommandé, Vivien Green. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, les yeux posés sur le dossier à l'écran. Je m'attendais à ce moment, mais mon cœur s'arrêta quand même. Sa photo souriante, vêtue d'un blazer beige, ressortait sur le formulaire de candidature. J'ai parcouru son expérience, ses compétences et la note de l'examinateur interne, attitude confiante, bon communicateur, bien adapté au rôle d'analyste budgétaire. Je le recommande pour le prochain entretien. Je n'ai pas tapé un mot. Je viens de cliquer sur les 3 points dans le coin. Une fenêtre est apparue, suivant, Code Cop Pro. J'ai cliqué sur Approuver. Elle a obtenu le poste. Personne dans l'entreprise, à l'exception de Sam, ne savait que j'étais cofondateur. Dès le premier jour, nous avons convenu de n'utiliser que le nom de Sam dans tous les médias et documents publics. Je ne voulais pas que mon image circule sur Internet. J'avais vu trop de gens perdre leur vie personnelle à la poursuite de la gloire. Je n'avais pas besoin d'éloges. J'avais besoin de liberté. Ainsi, au sein de Dataloom, j'étais simplement Eleanor, la conseillère technique principale qui travaillait habituellement à distance. Je ne venais au bureau qu'une fois par semaine après 18 heures. Le reste du temps, je dirigeais des projets, approuvais des dépenses et élaborais des stratégies, le tout en coulisses. Sam était celui devant les caméras, serrant la main des investisseurs et prenant la parole lors de conférences technologiques. Il a toujours respecté mon choix, ne révélant jamais mon identité aux employés ni à la presse. Je me demandais si cette décision était la bonne. Mais maintenant, en regardant Vivien entrer dans le monde que j'avais construit de mes propres mains, j'en étais sûr, rester silencieux était le seul moyen de rendre ce moment intéressant. Lors de son premier jour de travail, je suis resté à la maison,
comme prévu. Mais j'ai activé le système de caméra interne, quelque chose que très peu de gens savaient que j'avais conçu. Depuis une vue en contre-plongée dans la cuisine commune du 9e étage, je l'ai vue debout près de la machine à expresso, les yeux écarquillés de surprise alors qu'elle regardait le tableau d'affichage numérique affichant les projets en cours de l'entreprise. C'est la nouvelle entreprise qui m'a embauché, a-t-elle déclaré fièrement à un collègue. On dit que les deux fondateurs sont très privés. Personne n'a jamais vu l'autre. Peut-être n'est-ce qu'un espace réservé légal. Je ris doucement. Ce n'était pas la première fois que j'entendais quelqu'un penser cela. J'ai creusé moi-même. Saviez-vous que Logan a présenté votre système d'authentification comme sa propre création aux investisseurs? J'ai senti un choc froid me parcourir. Quoi? J'ai un contact au sein de leur conseil d'administration. Apparemment, Logan s'attribue le mérite de votre travail depuis des années. Les investisseurs finançaient sa vision, sans se rendre compte que l'épine dorsale technique était entièrement votre création. La révélation n'aurait pas dû me surprendre, mais elle l'a fait. C'était une chose de me renvoyer. C'en était une autre de voler le crédit de mon travail. Cela a franchi une ligne que je n'avais pas prévue. Quelle est notre prochaine étape? Ai-je demandé, ma voix se durcissant. On attend encore une semaine, conseille Valérie. Laissons la situation se détériorer davantage. Ensuite, nous enverrons une notification formelle des droits de propriété intellectuelle conservés. Pouvons-nous faire ça? J'ai signé leur contrat de travail. Le contrat couvre le travail effectué dans le cadre de votre emploi. Mais votre système d'authentification personnalisé, celui qui rend leur produit unique? Vous avez développé le prototype initial pendant votre temps libre avant de rejoindre Quantum Shift. Vous disposez du référentiel JHub daté pour le prouver. Vous l'avez apporté avec vous, vous l'avez affiné pour leurs besoins, mais on pourrait affirmer que l'adresse IP principale reste la vôtre. Je me souvenais clairement de ces débuts, codé dans mon appartement le week-end, développer le système d'authentification en tant que projet personnel avant que Logan ne me contacte pour rejoindre Quantum Shift. J'en avais parlé à Logan lors de mon embauche, mais il l'avait considéré comme sans importance. Or, il semblait que son licenciement pourrait lui coûter cher. Nous avons donc un effet de levier, dis-je lentement, commençant à comprendre. Plus qu'un effet de levier, répondit Valérie. Nous avons une réclamation légale qui pourrait geler l'ensemble de leurs opérations si nous la poussons. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, traitant cette information. J'avais quitté Quantum Shift en me sentant impuissant. Maintenant, les rôles s'étaient tellement inversés que je me sentais presque désolé pour eux. Presque. 5 semaines après mon départ, la situation chez Quantum Shift a atteint un point de rupture. Leur action avait encore chuté de 20% et des rumeurs de départ de clients circulaient dans les forums du secteur. Mon téléphone avait cessé de sonner à un silence plus inquiétant que ne l'avaient été les appels désespérés. J'étais chez moi, en train de regarder un documentaire, quand ma sonnette a sonné. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai été choqué de trouver Olivia Harris, l'investisseur principal de Threshold Ventures, debout sur mon porche. Madame Whittaker, dit-elle, l'air sérieux. Je m'excuse pour cette visite inattendue, mais cela ne pouvait pas attendre. Puis-je entrer? J'ai hésité, puis je me suis écarté pour la laisser entrer. Olivia avait toujours été cordiale lors des présentations aux investisseurs, mais nous n'avions jamais parlé en tête-à-tête. Je vais être direct, dit-elle en s'installant sur mon canapé. Quantum Shift est en difficulté, et je pense que vous savez pourquoi. J'ai entendu dire qu'il y avait des défis techniques, répondis-je prudemment. Olivia m'a fixé avec un regard pénétrant. Le système d'authentification est défaillant et personne ne peut le réparer. Logan nous a assuré qu'ils avaient mis en place des licenciements pour les départs du personnel clé, mais c'était clairement faux. Je restais silencieux, attendant qu'elle continue. Ce qui est plus inquiétant, a-t-elle poursuivi, c'est que nous avons découvert des divergences dans ce qu'on nous a dit sur la direction technique de l'entreprise. Logan s'est présenté comme un visionnaire de l'architecture, avec vous comme un simple outil de ses idées. Je ne pus m'empêcher d'entendre un rire amer qui m'échappa. C'est ce qu'il t'a dit? C'est vrai. Mais nos conseillers techniques ont examiné la situation, et il est devenu évident que vous étiez le véritable architecte du système. Logan a déformé votre rôle pour obtenir le financement. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne suis pas surpris, mais je suis déçu. Tout comme moi, dit Olivia. Threshold a investi $10 millions sur la base en partie de fausses prémices.
C'est pourquoi je suis ici, Madame Whittaker. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence pour demain. Logan ne sait pas que je vous rencontre, mais je crois que votre présence à cette réunion est essentielle. C'était inattendu. J'avais prévu des négociations juridiques, pas une invitation du conseil d'administration. Qu'est-ce que tu proposes exactement? J'ai demandé. Je vous propose de dire la vérité. Aidez-nous à comprendre à quoi nous sommes confrontés et quelles sont les options qui s'offrent à nous. En retour, je promets que vos contributions seront dûment reconnues et valorisées. J'y ai réfléchi un instant. J'apprécie l'offre, Madame Harris, mais mon avocat m'a conseillé de ne pas m'engager directement avec Quantum Shift sans protection juridique appropriée. Olivia hocha la tête, apparemment sans surprise. Je comprends. Et si nous incluions votre avocat à la réunion? Il ne s'agit pas de conclure des accords en coulisses. Il s'agit de transparence. Les investisseurs doivent savoir ce qui se passe réellement. J'ai considéré sa proposition. Assister à la réunion du conseil d'administration pouvait être risqué, mais cela représentait également l'occasion de s'adresser directement aux personnes ayant le pouvoir d'apporter de réels changements. Je devrais consulter mon avocat, dis-je finalement. Bien sûr, Olivia se leva pour partir. Le rendez-vous est demain à 10 heures. J'espère vous y voir. Après son départ, j'ai immédiatement appelé Valérie et lui ai expliqué la situation. C'est une évolution intéressante, a déclaré Valérie. Plutôt que prévu, mais potentiellement avantageux. Si vous y participez, vous parlerez en position de force et non de désespoir. Qu'en est-il de notre plan initial, la notification formelle? Nous pouvons toujours procéder ainsi. En fait, je recommanderais de l'envoyer ce soir avant la réunion. De cette façon, ils seront au courant de votre situation juridique lorsque vous entrerez dans la salle. J'ai accepté et Valérie a promis d'envoyer la notification immédiatement. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Demain serait une confrontation que je n'avais pas recherchée mais que je salue désormais. Je n'avais pas l'intention de me venger, mais j'étais déterminé à remettre les pendules à l'heure. Logan avait tenté de m'effacer du récit du succès de Quantum Shift. Demain, je me réécrirai, cette fois de manière indélébile. Les bureaux de Quantum Shift étaient exactement les mêmes qu'à mon départ il y a 6 semaines. Pourtant, tout semblait différent. J'ai traversé la zone de réception avec Valérie à mes côtés, faisant tourner les têtes en passant. Les chuchotements nous suivirent dans le couloir jusqu'à la salle de conférence principale. Dès notre entrée, la tension était palpable. Autour de la longue table étaient assis les membres du conseil d'administration, dont Olivia Harris, 3 autres investisseurs et l'équipe de direction de l'entreprise. Logan était assis au bout de la table, son sourire confiant habituel introuvable. Joseph, le CTO, avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Mademoiselle Whittaker, merci de vous joindre à nous, dit Olivia en se levant pour me saluer. Et ce doit être votre avocat, Madame Knoll. C'est exact, répondit doucement Valérie en posant sa mallette sur la table. Nous avons reçu votre invitation et sommes ici de bonne foi. Mais je dois noter que nous avons remis hier soir une notification formelle des droits de propriété intellectuelle conservés à l'équipe juridique de Quantum Shift. Le visage de Logan rougit de colère. C'est absurde. Vous avez signé un contrat de travail qui stipule clairement que tout le produit du travail appartient à l'entreprise. Je suis conscient de ce que j'ai signé, répondis-je calmement. Mais le système d'authentification en question a été initialement développé avant le début de mon emploi. J'en ai des preuves documentées, y compris le référentiel JHub original avec des horodatages. L'un des investisseurs, un homme aux cheveux argentés que j'ai reconnu comme étant Victor Lee de Magnitude Capital, s'est penché en avant. Est-ce vrai? Logan, tu étais au courant? L'expression de Logan se durcit. Dana fait des déclarations trompeuses. Elle avait peut-être un code préliminaire, mais tout ce qui est substantiel a été développé pendant le temps de l'entreprise. J'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac et je l'ai connecté à l'écran de la salle de conférence. Avec votre permission, j'aimerais partager quelques preuves. Olivia a hoché la tête et j'ai ouvert le référentiel JHub, montrant l'historique des validations qui remontait clairement à avant mon emploi chez Quantum Shift. Ensuite, j'ai affiché des emails entre Logan et moi depuis mes débuts dans l'entreprise dans lesquels j'ai explicitement mentionné l'apport de mon système d'authentification au projet. Vous remarquerez, a ajouté Valérie, que Monsieur Merritt a reconnu le travail antérieur de Dana dans ses communications,
mais n'a jamais officialisé aucun transfert de droits de propriété intellectuelle au-delà du contrat de travail standard, qui ne couvre pas le travail préexistant. La salle devint silencieuse tandis que les membres du conseil échangèrent des regards. Logan bougea inconfortablement sur son siège. Il y a bien plus encore, ai-je continué en ouvrant des diapositives de présentation aux investisseurs. Ce sont des documents qui vous ont été présentés lors du tour de série A. Vous remarquerez que le système d'authentification est présenté comme un avantage concurrentiel clé, mais mon nom est visiblement absent des crédits. Victor liota ses lunettes en se frottant les tempes. Logan, vous vous êtes présenté comme le visionnaire technique derrière ces systèmes. J'ai supervisé leur développement, a insisté Logan. La supervision n'est pas la création, répliquai-je. Et votre supervision consistait principalement à fixer des délais irréalistes tout en vous attribuant le mérite des résultats. Joseph, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'éclaircit la gorge. Je peux confirmer que Dana était la principale architecte du système d'authentification. Sans elle, nous ne pouvons pas le maintenir correctement, comme l'ont démontré les 6 dernières semaines. Logan lança un regard noir à Joseph, mais le mal était fait. Les investisseurs regardaient désormais Logan avec une suspicion ouverte. « Que cherches-tu exactement ici ?» a demandé un autre membre du conseil d'administration. Valérie est intervenue. « Ma cliente ne cherche pas à détruire Quantum Shift. Elle croit au produit qu'elle a contribué à construire. Cependant, elle exige une reconnaissance appropriée de ses contributions, une compensation appropriée pour sa propriété intellectuelle et des garanties contre toute fausse déclaration future de son travail. Et si ces conditions ne sont pas respectées ? Défia Logan. Alors la notification est valable, répondit froidement Valérie. Quantum Shift sera légalement empêché d'utiliser le système d'authentification, rendant ainsi votre produit non fonctionnel. La réalité de la situation semblait apparaître simultanément à tout le monde. La valorisation de 10 millions de dollars de Quantum Shift, l'ensemble de son modèle économique, était en jeu. Et moi, l'ingénieur qu'ils avaient si facilement renvoyé, détenait désormais la clé de leur survie. La réunion d'urgence du conseil d'administration s'est poursuivie pendant encore 3 heures. À mesure que les discussions s'intensifiaient, la position de Logan s'affaiblissait à chaque révélation. Les membres du comité, initialement sceptiques quant à mes affirmations, sont devenus de plus en plus convaincus à mesure que de nouvelles preuves apparaissaient. Victor Lee a demandé une brève pause pendant laquelle les membres du conseil d'administration se sont réunis en privé. À leur retour, Olivia Harris s'est adressée à la salle avec une autorité retrouvée. Après un examen attentif, a-t-elle annoncé, le conseil d'administration a pris plusieurs décisions. Tout d'abord, nous lançons un changement immédiat de direction. Logan, nous apprécions votre vision en fondant Quantum Shift, mais il est clair qu'il y a eu de graves fausses déclarations sous votre direction. Que d'habitude, pas pour une réunion ou pour signer des documents, juste pour terminer quelque chose de personnel. J'ai ouvert le tiroir de la salle de conférence du 10e étage et j'en ai sorti une petite boîte en noyer que je gardais depuis l'université. À l'intérieur, j'ai placé un cahier recouvert de lin bleu marine, un stylo à encre noire et une carte manuscrite. Il m'a fallu plus d'1 heure pour écrire quelques lignes. Pas fantaisiste, pas poétique, juste honnête. Vivien, merci pour tes efforts chez Datalum. Tu es vraiment capable et je crois que tu iras loin. Je suis fier de travailler avec toi, même si nous avons commencé en silence. Éléonore. J'ai plié la carte, les glissé dans le cahier et les remise à l'assistante de livraison interne avec une instruction discrète, s'il vous plaît, donnez-la à Vivien Green. Pas de nom de l'expéditeur. Je ne m'attendais pas à une réponse. Le cadeau n'était pas un rameau d'olivier. C'était juste une porte ouverte silencieuse et sans pression pour qu'elle puisse la franchir si elle le souhaitait. Le reste de la semaine s'est écoulé sans message, sans email, sans merci. Mais j'ai remarqué quelque chose. Vivien ne restait plus les bras croisés lors des réunions. Elle a commencé à prendre des notes détaillées, à poser des questions pointues et à apporter une contribution ciblée. Un après-midi, je me tenais à l'extérieur du couloir et l'écoutais présenter une stratégie budgétaire révisée pour un projet d'IA dont le coût avait dépassé les coûts. Sa voix était calme et claire. Ses yeux ne portaient plus la compétitivité mais quelque chose de plus rare, la concentration. Je ne suis pas entré. Je suis resté là, les mains dans les poches, et j'ai hoché la tête en silence. La semaine suivante, les RH ont annoncé que Vivien avait proposé une nouvelle initiative de parrainage interne pour les employés juniors, en particulier les stagiaires féminines occupant des postes technologiques.
Elle a recommandé d'allouer une partie du budget RCE à l'organisation d'une série d'ateliers de carrière gratuits animés par les chefs de service. J'ai lu la proposition 3 fois lentement. Nom de l'initiative, toucher l'écran, toucher l'avenir, et écrit en dessous en italique, inspiré par la mission tranquille d'Eleanor Green. Je posai le dossier sur la table, pressant doucement mes lèvres l'une contre l'autre. Cet après-midi-là, je me suis arrêté au garde-manger, comme d'habitude. Vivien était là, versant de l'eau chaude dans une carafe à thé. Quand elle s'est retournée et m'a vu, nous nous sommes tous deux figés pendant une seconde. Mais cette fois, son regard était plus doux. Aucune tension, aucune attitude défensive. J'étais sur le point de passer quand elle parla soudain. Le stylo est magnifique et le cahier. J'ai écrit quelques pages. Je me tournai vers elle. Je suis content que tu aies aimé. Elle fit un petit signe de tête. Je ne pense pas t'avoir vraiment compris. Ou peut-être que je n'ai tout simplement jamais essayé. J'ai souri sans répondre. Il y a quelque chose que je veux dire, a-t-elle poursuivi, la voix plus basse. Tu n'étais pas obligé de me donner une chance, mais tu l'as fait. Et tu n'en as jamais parlé. Tu ne m'as pas diminué pour prouver quelque chose. Cela en dit plus sur toi que n'importe quoi d'autre. Pour la première fois, je ne voyais plus Vivien comme l'adolescente se prélassant sous les projecteurs, un trophée à la main. J'ai vu une femme apprendre à abandonner sa fierté et à vraiment voir les autres. Je ne sais pas si je peux arranger les choses, dit-elle lentement. Mais je vais essayer. J'acquiesçai, sentant un poids s'éloigner de ma poitrine. Nous n'avons pas besoin de recenser le passé. Nous commençons simplement à partir d'aujourd'hui. Nous restâmes côte à côte encore un moment. Aucune explication nécessaire, aucune excuse requise, juste une compréhension tranquille. Cette fois, les choses seraient différentes. Et d'une manière ou d'une autre, il l'était. Vivien a cessé d'être la personne la plus bruyante de la pièce. Elle a appris à écouter, à donner de la place aux voix plus jeunes et n'a pas hésité à accomplir des tâches qu'elle considérait autrefois comme indignes d'elle. Et j'ai arrêté de me cacher derrière mon écran. J'ai commencé à parler lors de briefings techniques, sans plus esquiver la caméra. Je me suis tenu devant des étudiants et j'ai partagé mon parcours, non pas pour me vanter mais pour leur montrer qu'il n'est pas nécessaire d'être le plus bruyant pour faire quelque chose de grand. Un après-midi de week-end, alors que je quittais le bureau, j'ai vu Vivien debout devant le mur de reconnaissance, la liste des meilleurs contributeurs du trimestre. Son nom était en haut. Elle m'a regardé et a fait un petit signe de tête. Merci de ne pas m'abandonner. J'ai souri. Nous ne faisons que commencer, Vivien. Dimanche, toute la famille s'est réunie à notre brunch habituel au coin de Green Lake. Tout était comme avant, des chaises en bois sombre, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux rayés et l'odeur des gaufres chaudes remplissant la pièce. Mais quelque chose dans l'air semblait différent. Je me suis assis à la longue table du balcon, rejoint par mes parents, oncle Henri, tante Laura et Vivien. Elle est arrivée avec 5 minutes de retard, mais au lieu de porter sa tenue flashy habituelle ou ses talons étincelants, elle portait un simple chemisier blanc, un jean foncé, les cheveux bien attachés, pas de maquillage. Alors qu'elle s'approchait de moi, ses yeux hésitaient, puis elle fit un petit signe de tête. J'ai hoché la tête en retour. Pas besoin de mots, juste un regard. C'était suffisant. Ma mère racontait une histoire à propos de son nouveau parterre de fleurs quand oncle Henri a soudainement ri et s'est tourné vers moi. Alors, Eleanor, est-ce que tu fais toujours ce petit truc de freelance depuis chez toi, ou tu tapes simplement des codes informatiques aléatoires toute la journée? J'ai souri, pas surpris. Il pensait toujours que la programmation n'était qu'un jeu vidéo survolté. Je n'ai même pas eu le temps de répondre qu'une voix retentit clairement. Mon oncle, dit Vivien en posant son café et en regardant droit devant elle. Eleanor est la personne la plus intelligente que j'ai jamais connue, et sans elle, je ne serais certainement pas là où je suis aujourd'hui. Tous les regards se tournèrent vers elle. J'ai légèrement incliné la tête, mais Vivien n'a pas reculé comme elle le faisait habituellement lorsqu'elle était sous les projecteurs. Elle resta ferme, le regard fixe, la voix inébranlable. Avant, je pensais que je savais tout, a-t-elle poursuivi. Mais Eleanor m'a appris quelque chose de plus important que la connaissance. L'humilité. Son calme ne veut pas dire qu'elle n'a rien à dire. Cela signifie qu'elle choisit d'agir au lieu de se montrer. L'oncle Henri avait l'air abasourdi. Tante Laura fit un subtil signe de tête. Ma mère s'est approchée et m'a doucement serré la main. Je n'ai rien dit.
Je l'ai simplement regardé, et dans ce regard, j'ai vu tout ce que les mots ne pouvaient exprimer, des excuses tacites, une gratitude tacite et un respect gagné non par le sang, mais par la vérité. Un instant plus tard, la conversation revint sur la météo et les vacances à venir. Mais je savais que quelque chose d'important venait de se produire. Après le repas, alors que les gens commençaient à quitter la table, je me levai pour attraper mon sac. Vivien s'avança, veste à la main. Elle n'a pas dit un mot, mais en passant, elle a murmuré doucement, « Tu n'as pas à me pardonner, mais je ne serai plus jamais la même personne. » Je me suis tourné vers elle et, pour la première fois depuis très longtemps, je lui ai fait un véritable sourire. « Je sais, dis-je. Et je n'ai jamais eu besoin que tu t'excuses. » Nous sommes sortis du lieu du brunch en silence, mais il n'y avait plus aucune tension entre nous. Ce qui s'était passé n'était pas oublié, mais il ne vivait plus en moi comme une blessure. Cet après-midi-là, je suis rentré chez moi, je me suis préparé une tasse de thé, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre en direction de l'Écunion. Juste au moment où je prenais une gorgée de thé chaud, un message de Sam est apparu. J'ai entendu dire que le brunch n'était pas mal du tout aujourd'hui. J'ai répondu, pas mal. Appelons cela un nouveau départ. Et peut-être que parfois le pardon ne vient pas par les mots. Il vient quand les gens se voient enfin, non pas par jugement mais par une compréhension honnête. Vivien et moi ne serons jamais des sœurs parfaites. Mais désormais, nous ne sommes plus dans des camps opposés. Nous sommes deux femmes adultes qui ont appris de leurs propres erreurs. Et pour moi, c'est une assez belle fin pour un chapitre et un doux début pour le suivant. L'histoire entre Vivien et moi m'a appris que parfois la compréhension ne vient pas de grandes excuses mais d'un changement discret et authentique. Il m'a fallu des années pour accepter qu'être vu n'est pas la seule mesure de la valeur. Mais lorsque la vérité est enfin reconnue, aucune réfutation n'est nécessaire. Le silence suffit à faire réfléchir. La vraie vie ne demande pas la perfection, seulement le courage de grandir et la grâce de recommencer. Que pensez-vous du parcours d'Éléanore et Vivien? Une entente tardive peut-elle suffire à réparer une relation qui semblait autrefois brisée? Partagez vos réflexions et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour des histoires de famille plus sincères.